Bonjour à tous, donc bienvenue sur ces capsules du cours de modèle linéaire appliqué. Donc on est dans la partie des moindres carrés. Donc on avait fait une première introduction où j'avais fait le modèle linéaire simple, essentiellement pour introduire les principaux concepts et peut-être pour moins perdre certains étudiants. Donc on avait pris le temps tranquillement de construire la régression linéaire dans le cas simple avec une variable continue. J'avais fait une petite digression sur le cas factoriel juste pour dire qu'on pouvait quand même faire des choses. On reviendra longuement là-dessus parce que je présenterai dans des capsules plus proprement l'ANOVA. D'accord. Donc, on va revenir sur cette histoire de variable factorielle et d'analyse de la variance. Là, voilà, on a fait cette première introduction. Je vais commencer à formaliser un petit peu les choses et le présenter, donc, présenter ce modèle linéaire multiple, okay, mais qui, encore une fois, va englober le cas simple avec quand même une expression, enfin, des expressions plus simples dès lors qu'on va passer en matriciel. Okay. Donc, je vais basculer sur mes transparents, comme toujours. Voilà. Ok, donc on est dans cette partie de modèle linéaire appliqué où on va discuter toujours les moindres carrés avec le modèle linéaire multiple. Donc on est dans cette première partie sur le modèle linéaire multiple sur lequel on va passer pas mal de semaines. Donc l'idée c'est quoi? C'est que donc on généralise de manière assez naturelle la régression simple. Ce qu'on va dire, c'est que je vais partir du fait, d'une hypothèse assez forte, probablement, mais qui nous permettra quand même de faire des choses, qui consiste à dire que je suppose que mes données sont collectées suivant un modèle qui a cette forme linéaire qui consiste à dire que ma variable d'intérêt, donc yi est toujours ma variable d'intérêt, je ne l'ai pas mentionné ici, donc yi c'est la variable que je cherche à comprendre, que je cherche à prédire, que je cherche à analyser, peut s'expliquer avec des variables explicatives. Donc j'ai des variables x1, x2, x3, xk. Okay, donc j'ai k variables explicatives qui peuvent me permettre de mieux prédire peut-être ma variable y. Okay, donc ça va être des variables explicative que je vais supposer continue. D'accord. Donc j'avais commencé à aborder dans le cas de la régression linéaire simple le cas des variables factorielles. Ce qu'on avait juste dit, c'est que c'est possible quand même de les mettre dans la régression à condition de les disjoncter. Okay, donc c'est-à-dire de créer les variables indicatrices associées. Donc c'était vraiment l'idée du passage de la loi multinomiale à un certain nombre de lois indicatrices, tout simplement. D'accord. Donc on pourra le faire. D'accord. Donc il ne faut pas voir ça comme étant un problème et R gérera ça sans aucun problème. D'accord. Mais de manière générale, voilà, j'ai des variables numériques. Okay. Donc, elles vont toutes intervenir de manière linéaire. D'accord. Donc, je vais avoir une combinaison linéaire de mes variables explicatives avec, petit point important, toujours ma constante. Okay. Donc, je pourrais noter x0 quelque part ma constante. D'accord. Donc, c'est ce que j'écris. De manière générale, on l'oubliera, ce x0. D'accord. Donc, je vais toujours avoir mon intercept, ma constante. Et ensuite, je vais avoir bêta 1 fois x, i1 plus bêta 2 fois xi2 plus, etc. Bêta k, xik. Okay. Donc ça va être la partie que je peux expliquer par mon modèle. D'accord. Donc je vais avoir ce modèle explicatif qui va me permettre de faire ma prévision. Et je vais admettre qu'il y a une partie que je ne maîtrise pas, qui est ce terme d'erreur. Donc mes epsilon i vont correspondre à la partie non expliquée, ça peut être une erreur de mesure. Alors, historiquement, je vous l'ai dit dans les premières capsules, en particulier quand j'ai présenté les modèles en astronomie, quand vous reprenez le gendre, quand vous reprenez aussi la place, effectivement, ils essayent de modéliser cette erreur de mesure. Euh, donc c'est pour ça qu'on voit arriver la loi gaussienne comme erreur de mesure. Donc ce ne sera pas exactement ça, c'est plutôt quelque chose que je n'arrive pas à capturer. D'accord. Donc on verra comment est-ce qu'on peut améliorer, en particulier avec des modèles non linéaires. Donc ça permettra peut-être de capturer, on pourra peut-être se dire que derrière il y a des effets non linéaires, il y a peut-être des effets croisés, il y a peut-être aussi des variables non observées. Okay. Donc il y a toutes sortes de choses qui sont dans ce résidu. Okay. Donc j'insiste sur le terme résidu parce que c'est vraiment la partie résiduelle, c'est ce qui reste à la fin. D'accord. Donc en particulier, quand on fera de l'estimation, on verra que ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment les valeurs de ces coefficients-là. Donc les bêta 1, bêta 0, bêta 1, bêta 2, bêta k, ce sont nos paramètres d'intérêt. Donc encore une fois, on est dans des modèles paramétriques, c'est les paramètres qu'il va absolument falloir que j'estime. D'accord. Donc la difficulté, dans un premier temps, sera d'estimer le modèle. D'accord. Donc la forme, elle est donnée et elle est relativement simple. On questionnera la forme à un moment. En particulier, on pourra se demander, mais qu'est-ce que je mets comme variable explicative? Est-ce que je mets toutes les variables dont je dispose? Il est possible que ça rende les choses un peu compliquées. Okay. En particulier, on reviendra sur certaines hypothèses qui font que mon modèle peut être estimé. Mais voilà, je suppose que j'ai la forme de mon modèle, qui est relativement simple. Et l'étape naturelle, c'est de se dire comment je fais pour quantifier ces paramètres que je ne connais pas, qui sont pour l'instant ces bêta j. Voilà. Donc le modèle, je vais l'écrire sous une forme assez simple, en fait. D'accord. Donc je vais avoir une écriture matricielle qui simplifiera un petit peu tout, qui est donc de concaténer tous ces yi
Y1i, YIK sous des formes de vecteurs et de matrices. Donc les YI, je vais les mettre dans un grand vecteur, donc de taille N1. Okay, donc mon grand Y, ce sera mon vecteur Y1, Y2, Y3 jusqu'à Yn. Tous mes petits X, je vais les mettre dans ma matrice X, et y compris le I0. Okay, donc je vais rajouter, donc techniquement, si vous regardez cette matrice, donc j'annote toujours, comme dans la plupart des livres, P. P sera égal à 1 plus K. D'accord, donc je vais souvent passer de 1 à K. Il faut juste se souvenir de cette formule qui dit que P est égal à 1 plus K. Okay, pourquoi? Parce que K, ce sera mon nombre de variables explicatives. D'accord, donc quand je parlerai de K variables explicatives, je mettrai toujours de côté la constante. Okay, sauf que dans tous les calculs qu'on va faire, la constante est là. Et elle va avoir un rôle très important. Donc P, ça sera la dimension de ma matrice, avec que les 1 dans la première colonne, puis ma variable x1, puis ma variable x2, puis ma variable xk à la fin. Donc je suis de dimension k plus 1. K plus 1, c'est ce que j'appelle P. D'accord, donc ma matrice, elle est de dimension n lignes, P colonne, les lignes étant les individus, les variables étant en colonne. Okay, j'ai ensuite mon vecteur bêta. D'accord, donc mon bêta, c'est l'ensemble de mes k plus 1 coefficients qui étaient mentionnés ici, donc c'est bien de dimension P. Et j'ai mon vecteur de résidu qui est de dimension n. Donc il n'y a pas de souci, la dimension des matrices colle. Okay, donc on aura cette forme qui est que y est égal à x bêta plus epsilon. Okay, donc ça va être la forme générique de mon modèle linéaire. Y étant ma variable d'intérêt, mes X contenant mes variables explicatives qui me permettront d'améliorer ma prévision. Voilà. Donc c'est exactement ce qui est mentionné ici. Donc je mets mes Y1, Yn dans un vecteur. Je note ici toutes mes colonnes comme étant mes variables, avec la spécificité ici de n'avoir que des 1. Okay, alors, j'ai un petit souci ici qui est que normalement c'est du K, je vais quand même le corriger. D'accord, donc je vais jusqu'à K, c'est-à-dire que je dois avoir un vecteur en dimension P, d'accord, ou K plus 1. D'accord, donc je récupère mon vecteur de paramètres, mes variables, d'accord, donc ma variable J elle va être là par exemple, donc ici ce serait mon X1, d'accord, donc c'est ma variable numéro 1, c'est celle que je note X1. Okay, donc qui est ce vecteur des x11, xn1, donc de taille n. Voilà. Et on note que quand je prends le cas où p est égal à 2, c'est-à-dire k égale 1, on retrouve le modèle linéaire simple. Et la seule chose, c'est que, voilà, on est au slide 3, dès le début, on passe sur cette écriture matricielle, parce qu'en fait, elle va largement simplifier tous les calculs. Donc quand on était en dimension 1, je vous avais dit, on fait des calculs de dérivés un par un, on faisait des calculs de coefficients un par un, on faisait des calculs de matrice de variance covariance un par un, on raisonnait fondamentalement sur des objets qui étaient des scalaires, des objets en dimension 1. Okay. Là, on va passer sur cette écriture matricielle, et en fait, la richesse de l'écriture matricielle et le fait qu'on ait quand même un petit peu de base en algèbre linéaire fait que beaucoup de choses vont simplifier. Okay. Donc, on a, alors, juste au niveau des notations, il faut faire un tout petit peu attention, puisque j'ai deux objets qui peuvent s'obtenir dans cette matrice. Il y a ce que je note, xj, qui va être en fait le vecteur des variables. Donc, ce xj, c'est le vecteur colonne. Okay. Il y en a un autre qui pourrait nous intéresser, et qui nous intéressera pas mal par la suite, c'est éventuellement un vecteur en ligne. Ça correspond à un individu. Donc, toujours, mon i va désigner un individu. Okay, donc, ça va être les observations associées à l'individu i, en l'occurrence l'individu n. Okay, donc, le dernier individu dans ma base de données, la première information, c'est la constante, elle ne sert strictement à rien, ça vaut 1. Puis ensuite, j'ai éventuellement sa taille, si jamais la première variable indiquait la taille. Puis ensuite, j'ai son poids, si la deuxième information, c'est son poids, etc. Okay, donc, j'ai deux lectures possibles dans ma base. J'essaye ici de distinguer les deux notations, okay, en vous disant que je noterai x, i', les lignes. Il y a des livres dans lesquels vous les aurez en indice et en exposant. Voilà, les notations ne sont pas claires. Il faut juste se souvenir que quand j'en parlerai, quand je vous dirai on prend un nouvel individu et qu'on va faire une prévision, on se doute qu'on parle d'observation en ligne. Okay, une nouvelle information, c'est une information en ligne. On parlera éventuellement de mise à jour en rajoutant une variable, mais c'est assez souvent. Enfin, ça sera le cas quand on fera de la sélection de modèles. Okay, mais de manière générale, quand on essaiera de travailler sur des nouveaux individus, on se doute bien qu'on est sur des lignes. Okay, donc, par la suite, peut-être que j'utilise la même notation, mais comme on saura dans quel cas on est, il n'y aura pas vraiment de souci. Alors, la matrice X, elle a un nom un petit peu particulier dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la matrice de design. Okay, le design matrix.
Euh, et elle peut s'obtenir en fait assez facilement avec R. Donc il y a une commande qui est model matrix qui permet de récupérer une matrice, la matrice qui est utilisée dans un modèle. Euh, Ça peut paraître un peu inutile comme, comme, comme terme. En fait, on se doute de ce qu'il y a dans cette matrice X. En fait, il s'avère que quand on fait des régressions en particulier sur des facteurs, on n'a pas la forme disjonctée, d'accord. Donc, si je vous mets la taille d'un élève et son genre dans la base de données, elle apparaît comme une collection de chaînes de caractères. J'aurai homme, femme, femme, etc. Quand je veux travailler sur la matrice, on a envie de disjoncter cette variable homme-femme avec l'indicatrice homme, indicatrice femme. C'est exactement ce qui va être fait quand je récupère la matrice de design. Okay. Donc cette matrice de design, elle est très importante parce que bah, c'est mes variables explicatives. Alors on a une première propriété qu'on va demander. Hypothèse numéro 1, pour pouvoir estimer notre modèle, c'est cette hypothèse H1 qui nous dit que la matrice X, cette matrice de design, doit être de plein rang. Okay. Donc ça, c'est une hypothèse fondamentale, donc c'est pour ça que j'insiste dessus. Si vous voulez, j'entoure cette hypothèse pour bien insister sur le fait qu'elle va être importante. H1, c'est juste un problème d'identifiabilité quelque part. D'accord. Donc c'est juste, est-ce que je suis capable d'identifier mon modèle? On avait vu quand on avait fait le cas des variables factorielles, c'est qu'on pouvait avoir des soucis. Okay, c'est que si jamais j'avais ma variable indicatrice, ma constante, que je donnais le genre homme et que je donnais le genre femme, donc j'avais la variable indicatrice de 1, une indicatrice pour le genre et une indicatrice du genre homme et une indicatrice du genre femme, la matrice n'est pas de plein rang. Pourquoi? Parce que je peux récupérer la colonne numéro 1, c'est-à-dire la constante avec que les 1, avec mes deux autres variables en disant tout simplement que la somme de mes deux variables indicatrices fait forcément 1, puisque soit un individu est un homme, soit un individu est une femme. Okay. Donc c'est un problème qu'on aura dès lors qu'on a des variables multinomiales. Les variables multinomiales sont par nature posent des problèmes d'identifiabilité dès lors qu'on rajoute cette constante. Okay. Le souci, c'est qu'on ne va pas se débarrasser de la constante. J'en ai parlé un tout petit peu la dernière fois. Je reviendrai longuement là-dessus. On va toujours avoir cette constante dans nos modèles. Donc ça pose un petit problème, ces variables factorielles, de plein rang. L'autre possibilité, c'est d'avoir deux variables qui en fait vous racontent la même chose. Okay. Donc si jamais je vous mets une variable qui est la superficie, genre, je voulais expliquer le prix d'un logement, si vous mettez la superficie de la maison en mètres carrés et vous mettez la superficie en pieds carrés, on aura un problème parce que le modèle n'est pas identifiable. Parce qu'une des variables est tout simplement une transformation de l'autre, une transformation linéaire de l'autre. D'accord. Donc plein rang, c'est ça, c'est de dire que je ne peux pas trouver une colonne qui s'écrirait comme une combinaison linéaire de d'autres variables explicatives. Okay. Donc ça, c'est une hypothèse qui est fondamentale. Une des propriétés, alors je ne vais pas insister trop longuement sur la première implication. La première implication, c'est que P est plus petit que N. Okay. Je ne sais pas si c'est une implication de cette propriété-là, mais c'est en tout cas une propriété que nous, on va demander dans ces modèles. Dans tout ce que je vais vous faire dans ce cours, on va supposer que P est plus petit que N. C'est-à-dire que le nombre de variables explicatives est plus petit que la dimension de votre nombre d'individus. Okay. Je la discuterai ponctuellement, en particulier quand je présenterai peut-être rapidement la régression Ridge. On pourrait s'en affranchir, mais il s'avère qu'elle est un petit peu dangereuse, elle ouvre la porte vers des modèles nettement plus compliqués. Ça veut juste dire que je ne peux pas construire de modèle parfait pour faire ça. Okay. Si jamais j'ai plus de variables explicatives que d'individus, je peux construire un modèle linéaire parfait. Okay. Je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard, mais voilà. Je suppose que mon P est plus petit ou égal à N. Donc effectivement, quand je dis plein rang, c'est plein rang colonne. C'est là-dessus où se cachait cette hypothèse. Okay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plein rang? Alors, il y a une propriété, je pense que je la mettais dans les rappels d'algèbre linéaire. Une propriété, une équivalence de cette notion de plein rang, c'est tout simplement de dire que la matrice X transposée X, qui est une matrice P fois P, elle est inversible. Okay. Donc c'est ça que nous dit cette propriété. Le fait d'être plein rang veut dire que j'ai une matrice qui est définie positive, okay, et comme elle est symétrique, okay, elle est symétrique définie positive, elle va être inversible. D'accord. Donc cette matrice X transposée X, alors on aime bien cette matrice parce qu'on la connaît en fait. X transposée X, un facteur 1 sur n près, c'est la matrice de covariance en fait. D'accord. À condition de centrer les variables, mais on voit apparaître quelque chose qui nous fait penser à la covariance. Donc là, c'est juste dire vraiment que ma matrice, je peux l'inverser. D'accord. Donc X transposé X sera une grandeur qui est inversible. Okay. Donc on va garder cette hypothèse parce que cette inversion de la matrice X transposé X, ça va être fondamental par la suite. Okay. Et cette hypothèse, on voit, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas trop forte. D'accord. Donc là, je vais pas faire une discussion sur ce que c'est que la démarche scientifique, mais quand on a une démarche scientifique,
on va se poser des hypothèses. Ok, et ce qu'on espère, c'est que ces hypothèses nous permettent d'invoquer des théorèmes relativement généraux qu'on va pouvoir utiliser pour construire toutes sortes de choses, pour construire des estimateurs, pour construire des tests et ce genre de choses. Mais il faut que les hypothèses elles soient pas trop contraignantes. Si jamais je fais une hypothèse qui est très très forte, qui n'est jamais vérifiée dans la vraie vie, c'est un résultat qui est relativement faible. Là, on va construire des choses qui sont assez fortes parce qu'en fait, cette contrainte, elle ne nous dit pas grand-chose. En fait. Elle vous dit juste, vous n'avez pas trop de variables explicatives, en tout cas pas plus que votre nombre d'observations. Donc, si jamais vous êtes en dimension avec 1000 observations, ça veut juste dire que vous n'avez pas 1000 variables explicatives, ce qui n'est pas non plus complètement aberrant. Okay, ce que vous demandez, c'est juste que si jamais il y avait une variable qui pouvait s'écrire comme une combinaison linéaire des autres, vous ne la mettez pas dans votre régression. Okay, donc encore une fois, si jamais vous voulez faire des prix des logements, si jamais vous avez la superficie en pieds carrés et la superficie en mètres carrés, vous en choisissez une des deux. Et encore une fois, ce n'est pas très gênant parce que choisir l'une ou choisir l'autre vous donnera exactement le même modèle. En fait, c'est ça la question de l'identifiabilité, c'est que vous donnez deux modèles qui vont vous faire exactement les mêmes prévisions. Et donc, c'est deux modèles qui sont rigoureusement équivalents. Donc, ça impose strictement rien d'avoir à choisir. Okay, en tout cas, vous n'allez pas en choisir un qui sera moins bon ou meilleur que l'autre. Donc, ce n'est vraiment pas un problème compliqué de choix. Okay, c'est juste qu'il faut, de manière arbitraire, faire un choix. Okay, donc, cette hypothèse H1, elle n'est pas trop forte. D'accord, donc, on va l'accepter. Alors, cette hypothèse, en fait, va suffire à construire un estimateur. Alors, comment est-ce qu'on va construire un estimateur? On pourrait avoir plusieurs méthodes. Et c'est la première dont on va parler. Je ne vais pas mentionner les autres ici, okay, mais on pourrait se dire, alors, je ne vais pas rentrer trop sur l'historique, mais je pense que je ferai un jour une série de capsules sur l'histoire des moindres carrés, mais on aura envie de se dire qu'on va essayer de trouver le coefficient, et il manque mon bêta 0 ici, bêta 0, pas tel que la combinaison linéaire de mes variables explicatives, c'est-à-dire bêta 0 moins bêta 1, x1i, moins bêta p, x1, xip, soit le plus proche possible de mon YI. Okay, sous quelle notion de proche? La notion de moindre carré. Donc, la carré des différences entre les erreurs. Okay, donc, vu qu'on avait vu que les YI s'écrivaient comme un xi transposé bêta plus epsilon i, okay, ce que je dis juste, c'est que la différence entre ces deux objets-là au carré doit être la plus petite possible. Donc, ce qu'on essaye tout simplement de faire, c'est la somme des moindres carrés. D'accord, donc, c'est comme ça qu'on va essayer d'estimer notre paramètre. On va voir ça comme un problème d'optimisation. Okay, il consiste tout simplement à minimiser cette somme des carrés des erreurs. Okay, donc, ça, ce sera la première méthode qu'on va proposer là. Il y a d'autres méthodes qui ont été proposées, en particulier qui consistent à dire pourquoi des moindres carrés, pourquoi pas des valeurs absolues. Okay, donc, c'est celui que je présente ici, par exemple. Okay, donc, ça, c'est effectivement une méthode qui est assez classique. En fait, elle avait été proposée historiquement avant les moindres carrés, sauf que les valeurs absolues, ce n'est pas différenciable. Okay, donc, la condition du premier ordre, elle est plus compliquée à écrire, c'est plus compliqué à faire. La méthode de moindre carré, c'est pour ça que je l'ai mise en rouge, c'est vraiment celle qu'on va garder. Il y en a un qui est évoqué ici, c'est la régression orthogonale, ce qui revient plutôt à faire de l'analyse en composantes principales, de chercher. Donc, c'est le problème du Huygens, en fait. D'accord, donc, historiquement, c'est un problème assez ancien. Okay, c'est un problème assez classique en physique, mais j'en parlerai pas beaucoup ici, sauf vraiment si jamais j'ai le temps de parler des extensions classiques des moindres carrés. On est vraiment dans cette approche qui consiste à dire qu'on veut minimiser la somme des carrés des erreurs. Okay, l'origine profonde de cette méthode, c'est de dire que quand je cherche à minimiser la somme des carrés des erreurs entre une variable constante et sa moyenne, cette valeur-là me rend, enfin, entre une variable, entre un vecteur et une constante, la valeur qui va minimiser ce problème-là, c'est tout simplement la moyenne. Okay, donc, la moyenne a un lien très très fort avec cette chose-là, et en fait, c'est pour ça qu'on va s'intéresser à cet estimateur, c'est qu'il va nous permettre d'avoir un comportement moyen de notre variable y conditionnellement variable explicative. Okay, donc, ces moindres carrés, ils apparaissaient assez peu dans les cours de stats, mais en fait, c'est ce qui se cache derrière cette moyenne. La moyenne empirique correspond à la minimisation de la somme des carrés des erreurs. Encore une fois, j'en avais déjà parlé dans les rappels. Et c'est ça qu'on va essayer d'utiliser. Donc, je n'ai pas parlé du maximum de vraisemblance. Okay, j'en parlerai plus tard dans une autre série de capsules. Le gros problème du maximum de vraisemblance, c'est que ça nécessite de faire des hypothèses de loi. Okay, le maximum de vraisemblance, ça suppose qu'on a un modèle paramétrique, c'est-à-dire que je suppose que mes données sont distribuées suivant une loi. Et ici, dans un premier temps, je ne vais pas faire d'hypothèses de loi. Les hypothèses de loi, elles vont arriver plus tard. Okay, et ce que je vais vous faire, c'est la construction de cet estimateur sans la moindre hypothèse de loi, ce qui va nous donner quelque chose potentiellement de beaucoup plus fort. En fait.
Ok. Pourquoi? Parce que si jamais mes lois ne sont pas satisfaites, j'espère quand même avoir un estimateur qui soit valide. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que je peux construire un estimateur sans hypothèse de loi, donc on aura un estimateur assez fort. Donc, l'estimateur par moindre carré, MCO, moindre carré ordinaire, le O veut dire ordinaire, ordinarily square, OLS en anglais, okay, c'est tout simplement la solution de ce problème qui consiste à dire qu'on veut chercher à minimiser la somme des carrés des erreurs, c'est-à-dire la somme des carrés des différences entre mes YI et ma combinaison linéaire de mes variables expliquées. Okay, donc le terme qui se trouve à l'intérieur, le terme qui se trouve là, c'est tout simplement, je vous rappelle, mon epsilon i. Okay, donc je veux trouver l'ensemble des bêta 0, bêta 1, bêta k, donc techniquement c'est mon vecteur bêta en dimension p, okay, qui va minimiser la différence. On a vu un petit peu de l'algèbre linéaire, ça correspond à la norme L2, donc la norme quadratique du vecteur y moins x bêta. D'accord? Donc l'avantage, c'est que j'ai une solution en fait à ce problème d'optimisation. La solution, elle est donnée ici. Ce qu'on peut montrer, c'est que l'estimateur, par moindre carré, il existe sous l'hypothèse H1. Okay, et l'estimateur, c'est tout simplement ce bêta chapeau qui vaut x transposé x moins 1, x transposé y. Okay, donc cet estimateur, c'est ce qu'on appelle l'estimateur par moindre carré, et c'est la solution c'est la solution unique de ce problème-là. D'accord? Donc si jamais j'ai mon hypothèse H1, ce problème d'optimisation a une solution unique qui est donnée par ce x transposé x moins 1, x transposé y. Okay, alors comment ça se fait? Ben, c'est très très simple. Je vous renvoie là aussi, si jamais ça vous paraît obscur, à la capsule d'optimisation. Minimiser un problème, c'est juste résoudre une condition du premier ordre. Okay, donc si jamais j'appelle S ma somme des carrés des erreurs, donc comme étant une fonction de bêta, encore une fois, mes x et mes y sont des données, ce sont techniquement, c'est effectivement des données, et ces données, dans le sens participe présent du verbe donner, DO2NER, donc on me les donne, le paramètre qui est inconnu, c'est mon bêta, c'est lui qu'il faut que j'estime. Okay, donc comment je fais? Ben, je pose ma condition de premier ordre. Ma condition de premier ordre me dit que au maximum de la vraisemblance, en tout cas à l'optimum, cette dérivée, donc le gradient de ma fonction de somme des carrés des erreurs, doit s'annuler. Okay, donc je dois avoir que cette fonction-là vaut 0. Okay, ben, si cette fonction-là vaut 0, ça veut tout simplement dire que x transposé x bêta doit être égal à x transposé y. Et comme par l'hypothèse H1, ma matrice x transposé y est inversible, ben, je peux inverser dans mon problème x transposé x bêta égale x transposé y. Okay, donc je peux inverser, et donc je récupère un bêta qui vaut l'inverse de cette matrice multipliée par x transposé y. Okay, et je peux vérifier d'ailleurs que je suis bien sur un minimum de cette somme des carrés des erreurs. Pourquoi? Parce que quand je regarde la condition du second ordre, okay, je suis bien sur un minimum. Okay, j'ai une matrice ici qui est définie positive, donc j'ai bien un minimum d'une fonction. Donc on va avoir une belle fonction qui va être mon sac de course en plastique. Okay, donc j'ai ma belle surface avec un minimum unique en bas pour lequel ma dérivée va s'annuler. Okay, donc le gros avantage, c'est que bah, cette matrice, alors je vais peut-être la réécrire. Okay, donc on est juste en train de dire que bêta chapeau, c'est x transposé x moins 1, x transposé y. Okay, quand on revient au cas de la dimension p égale 2, c'est-à-dire la régression simple, on retrouve les équations dont on parlait. Okay, pourquoi? Parce que si jamais je l'écrivais avec les mains, alors je n'ai pas le droit de le faire, mais on voit apparaître quelque chose qui est de la forme x transposé y au numérateur, puis au dénominateur à x transposé x. Okay, donc ça n'a pas de sens, parce que je ne peux pas diviser par une matrice, mais on retrouve ces termes-là. Et c'est exactement ce qui apparaît ici. Okay, le terme de covariance, encore une fois, ça apparaît de la somme des x, y, i. Et ça nous fait penser à du x transposé y. Okay, et le terme qui se trouve au dénominateur, c'est la somme des y carrés. Pardon, la somme des xi carrés. Okay, donc j'ai ma somme des xi carrés, et on voit apparaître du x transposé x. Okay, donc on retrouvait, sous une forme un petit peu plus simple, encore une fois, ce produit en haut, donc ce x transposé y et ce x transposé x en bas. Okay, donc finalement, c'est juste une extension matricielle de ce qu'on avait obtenu en dimension. D'accord? Donc, basé sur le fait que ma covariance, encore une fois, c'est un produit scalaire, c'est ce x transposé y, okay, on voit apparaître de manière assez naturelle, finalement, ce qu'on avait obtenu, une extension, quelque part, multivariée de ce qu'on avait obtenu en dimension 1. Donc, la régression linéaire simple, je peux la voir tout simplement en notant que bah, c'était juste une simplification de cette forme matricielle. Okay, qui était un peu tordu, parce qu'encore une fois, il y avait juste ma pente que je pouvais écrire de manière simple. La constante, il fallait bricoler pour l'obtenir. Mais c'est vraiment ce x transposé x moins 1, x transposé y qui apparaissait. Okay, alors,
Une fois qu'on a construit notre estimateur, maintenant on peut se poser des questions de stats. Question classique de stats, ça va être: est-ce qu'il a un biais? Qu'est-ce que je peux calculer sa variance? Est-ce qu'il est convergent? Est-ce que j'ai une loi asymptotique? Ce genre de choses. D'accord? Donc on va faire les choses progressivement. Premièrement, est-ce que je peux calculer son biais et sa variance? Alors, pour ça, je n'ai pas encore parlé de propriété d'espérance et de variance, donc peut-être que je le fasse. D'accord? Donc je vais faire une petite hypothèse en plus, mon hypothèse H2. Mon hypothèse H2, elle va me dire quoi? Elle va me dire que mes erreurs sont centrées, donc mon espérance de mes epsilon vaut 0, et que mes erreurs ont tous les mêmes variances et que mes erreurs sont non corrélées. Okay, donc le non corrélé, il était caché dans mon idée de dire que j'ai des individus indépendants et interchangeables. Okay, donc j'avais déjà parlé dans la régression linéaire simple, c'est de dire le fait que j'ai l'observation 1 ou l'observation n, c'est pas très grave, je peux les interchanger. Okay, donc cette notion d'interchangeabilité fait que je peux supposer mes epsilon i, donc qui sont les epsilon, les variables aléatoires sous-jacentes, comme étant indépendantes. Et je vais en plus les supposer comme. Alors, je ne vais pas faire d'hypothèse de même loi, je ne vais pas forcément supposer idée. Je vais juste dire qu'ils ont la même espérance et la même variance. Okay, donc, la même espérance, c'est facile, c'est qu'elle vaut 0. Okay, donc, je vais supposer qu'elles sont centrées. Donc, ça m'apporte quoi? Ça veut juste dire qu'en moyenne, je ne peux pas estimer ce résidu. Okay, donc, c'est vraiment une partie qui me reste et que je ne peux pas prédire. Ça, c'est intéressant. Et l'autre hypothèse, c'est cette hypothèse de variance constante. Donc, ce qu'on va appeler en terminologie économétrique un modèle homocédastique, même variance. Okay, donc, je suppose que ma variance, elle est la même pour tous et qu'elle vaut sigma carré. Donc là, on voit apparaître un nouveau coefficient. Okay, ce sigma carré, je ne l'avais pas pour l'instant. Sigma carré, ça va être la variance de mes résidus. Okay, mais il apparaît dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je construisais mon modèle qui faisait intervenir mes bêtas. Dans un deuxième temps, pour pouvoir avoir des propriétés sur l'estimateur de mon bêta chapeau, j'ai besoin d'avoir la variance de mon estimateur, de mes résidus, okay, qui vont me permettre de construire ma variance de mes estimateurs. Et jusqu'à présent, je n'avais pas besoin de ce coefficient. Là, tout d'un coup, il va apparaître et il va nous poser des petits soucis parce qu'on ne le connaîtra pas, il faudra l'estimer, mais on voit apparaître un coefficient qui est un peu du second ordre. Okay, j'avais mon bêta qui est un paramètre qu'il faut que j'estime, c'est le paramètre du modèle, et sigma carré qui est mon paramètre d'incertitude. Okay, donc on a vraiment deux jeux de paramètres qui deviennent tout d'un coup très différents. J'ai mon bêta et j'ai mon sigma carré. Okay, donc je rajoute cette hypothèse H2 qui me dit que mes erreurs sont centrées, de même variance et non corrélées entre elles. Donc là, on a le théorème suivant qui nous dit que si les hypothèses H1 et H2 sont vraies, alors mon estimateur par moindre carré, c'est un estimateur sans biais, et sa variance, c'est tout simplement sigma carré, x transposé x moins 1. Okay, donc j'ai, moyennant cette hypothèse, des propriétés très intéressantes qui sont que je peux calculer en fait l'espérance et la variance de mon estimateur. Okay, donc je l'avais fait dans la capsule de mémoire qui devait être la capsule numéro 2, alors, techniquement qui s'appelait la numéro 3, mais qui était la deuxième dans cette série sur le modèle linéaire simple. La première où je construisais mon estimateur du maximum de vraisemblance. J'évoquais à la toute fin cette espérance et cette variance, peut-être de manière un petit peu exotique, puisque je n'avais pas vraiment fait d'hypothèse très propre sur mes epsilon, donc je l'avais repris dans la capsule numéro suivante, okay, qui s'appelait la numéro 3, où j'avais vraiment dit on fait des hypothèses supplémentaires sur mes epsilon, et c'est vraiment ce que je fais ici. Okay, hypothèse H2, je fais ces deux petites hypothèses, toutes simples, sur mes données, ce qui va me permettre de récupérer des propriétés sur mon estimateur. Le premier est qu'il est sans biais. Alors pourquoi est-ce qu'il est sans biais? Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, relisez le calcul tranquillement, mais je vais calculer l'espérance de bêta. Là, je remplace bêta par sa forme, okay, donc c'est x transposé x-1, x transposé y. Et là, je me souviens que mon y, en fait, c'est tout simplement x bêta plus epsilon. Donc je remplace par x bêta plus epsilon. Okay, donc la composante aléatoire, elle est où? La composante aléatoire, c'est mon bêta. Okay, donc si jamais je fais mon calcul, donc on a quelque chose qui va être cet objet-là qui est linéaire, donc je peux le sortir de mon espérance. Okay, donc c'est ce que je fais là. C'est le terme qui va se trouver quelque part par ici. Okay, et je vais avoir le terme en epsilon, donc epsilon multiplié par toute cette partie-là. Okay, je peux sortir là aussi le terme qui était devant. D'accord, et je vais récupérer donc cette expression-là. Mais donc je vais récupérer, encore une fois, c'est juste des calculs de linéarité de l'espérance. Okay, l'espérance de mon epsilon, comme ça vaut 0, en fait, pas mal de choses vont se simplifier. Alors je crois que j'ai un problème, c'est ça, j'ai un problème dans mon expression parce qu'il y a une parenthèse qui n'est pas fermée. Voilà. Donc la partie de gauche, quand vous développez, il nous reste deux matrices ici qui sont l'inverse l'une de l'autre. Okay, alors il s'avère que m-1, m, ça vaut l'identité. Okay, donc j'ai identité fois bêta, c'est-à-dire bêta. D'accord, donc j'ai mon bêta qui traîne ici. Et ici, j'ai une matrice multipliée par l'espérance des epsilon, mais mes epsilon sont supposés comme étant centrés. Hypothèse numéro 1. D'accord,
Donc l'espérance de bêta chapeau, c'est tout simplement bêta. Okay, donc mon estimateur est un estimateur sans biais. On va utiliser le même genre d'astuce pour calculer la variance. Okay, comment je calcule ma variance? Ben, je vous rappelle que la variance de bêta chapeau, c'est tout simplement l'espérance de un bêta chapeau transposé bêta chapeau, parce que j'ai une variable qui est centrée. D'accord, donc je dis juste que la variance d'une variable, c'est l'espérance au carré. Okay, donc, le carré étant cette fois-ci en multivarié. Donc je récupère cette chose-là, puis là j'utilise ma forme quadratique pour dire ben, je sors ma composante qui est là, je sors ma composante qui est là. Okay, donc je récupère cette expression-là, tout simplement. Okay, donc je récupère cette expression-là pour ma variance. Okay. L'avantage, c'est que bah, il y a beaucoup de termes qui vont s'annuler, d'accord, puisque j'ai une matrice ici que j'inverse. La matrice là, bah, l'avantage, c'est que le terme qui est ici, finalement, il va disparaître. Il va disparaître entre guillemets. J'ai juste un sigma carré qui apparaît, mais après, c'est l'identité. Donc, j'utilise le fait que j'ai mes variances qui sont ma variance des epsilon qui contient juste des sigma carré sur la diagonale et rien en dehors de la diagonale. Donc, j'ai une matrice diagonale. Okay, donc, l'avantage, c'est que ma matrice diagonale, je peux la balader un petit peu partout dans mon calcul. Ça ne changera pas grand-chose. Donc, je peux la mettre au tout début si on veut. Et tous ces x transposés x vont simplifier, sauf qu'il m'en reste un à la fin. D'accord, donc le terme qui va se trouver là va se simplifier avec celui qui est là. Okay, il y a juste mon sigma carré, et donc il me reste mon sigma carré, x transposé x moins 1. Okay, encore une fois, écrivez-le, et je vous encourage à réécrire absolument tout ce que je fais dans mes slides pour vérifier que c'est valide, mais les calculs sont assez triviaux. Okay, et donc on arrive à cette expression très simple qui est qu'on a la variance de notre bêta chapeau qui vaut sigma carré, x transposé x moins 1. Okay, donc j'ai une expression très très simple, à la fois de mon biais, qui vaut 0, puisque mon espérance de bêta chapeau, c'est bêta, et j'ai ma variance de mon estimateur. Okay, alors, là aussi, on retrouve quelque chose que j'avais évoqué dans le cas du modèle linéaire. Je vous le fais juste dans le cas de la pente, encore une fois. Mais ce que je vous dis, c'est que la variance de mon bêta chapeau, c'est sigma 2, x transposé x moins 1. Okay, donc mon moins 1 veut bien dire qu'on a une somme des x au carré au dénominateur. Donc on a bien quelque chose qui ressemble à cette partie-là. Ce sigma 2 divisé par la variance, c'est ça. D'accord, donc on voit pareil quelque chose de pas trop exotique, d'accord, c'est vraiment quelque chose auquel on aurait pu s'attendre. Okay, c'est de manière assez naturelle ce qu'on avait construit en dimension 1 dans le cas de la régression simple. Okay, alors, on est content, on a un estimateur qui existe, hypothèse H1, moyennant une hypothèse très très faible, des résidus sans biais et un homocédastique de variance sigma carré, on a récupéré un estimateur qui est sans biais et dont on peut calculer la variance. Mais en fait, on a plus fort, ce qui s'appelle le théorème de Gauss-Markov, qui nous dit que sous les hypothèses qu'on vient de faire, alors en fait, on a construit le meilleur estimateur, donc meilleur au sens de variance minimale, dans la classe des estimateurs linéaires sans biais de bêta. Okay, ça veut dire que si vous construisez un autre estimateur sans biais de bêta, qui soit aussi un estimateur linéaire, donc qui soit aussi quelque chose qui pourrait s'écrire sous la forme d'une matrice de bêta. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais évoqué dans certains slides auparavant, qui vous disait que mon bêta chapeau, c'était une moyenne pondérée de mes y. Okay, et c'est aussi ce qu'on a ici. Ce que je vous dis, c'est que j'ai du x transposé x moins 1, x transposé y. Okay, donc j'ai une matrice ici, un SY. D'accord, donc si jamais je peux construire un autre estimateur qui s'écrirait sous cette forme-là, SY. Okay, donc si jamais je vous construis un bêta tilde qui serait de la forme SY, qui est sans biais, alors dans ces cas-là, sa variance, elle est forcément plus grande. Okay, donc parmi les estimateurs linéaires, donc ça c'est encore une fois, c'est une hypothèse qui n'est pas non plus si grosse que ça. Encore une fois, des estimateurs linéaires, on va en construire un petit peu par la suite. Okay, alors, en fait, tous les estimateurs linéaires sans biais qu'on construira sont forcément moins bons que cet estimateur par moindre carré. Okay, donc ça, c'est le théorème dit de Gauss-Markov, okay, qui nous dit qu'on a quelque part construit le meilleur estimateur. Donc c'est bien, on a construit un estimateur, disons, de manière un petit peu ad hoc. Encore une fois, je vous ai sorti cette méthode des moindres carrés sans vraiment la justifier, okay, sauf de par le fait que la moyenne empirique s'écrit comme un problème d'optimisation, mais on a un estimateur qui est relativement intéressant. Okay, donc on a son biais, on a sa variance. Alors assez classiquement, on va se demander, mais il se passe quoi quand n tend vers l'infini? Okay, le problème, c'est que je ne sais pas trop quoi dire. Pourquoi? Essentiellement parce que j'ai un petit problème. C'est cette matrice x transposée x, je ne sais pas trop comment elle se comporte. C'est une matrice qui va être un peu particulière dans le sens où, certes, cette matrice, elle n'augmente pas de taille. Okay, x transposé x, c'est une matrice p fois p. La seule chose, c'est que les termes qui sont à l'intérieur sont des termes qui vont dépendre de n. Donc typiquement, la matrice x transposé x, écrivez-la, mais dans le terme qui va apparaître en haut à gauche, donc qui va être tout simplement associé à la constante, okay, ça devrait être quelque chose de la forme n.
ok. N, ça part à l'infini. Okay, donc cette matrice-là, elle est relativement compliquée. Donc on va être obligé de rajouter une petite hypothèse technique. Okay, la petite hypothèse technique, c'est quoi? C'est que cette matrice-là, elle ne part pas à l'infini quand n tend vers l'infini. Ou plutôt, quand je divise par n, plutôt. En tout cas, si elle part à l'infini, il ne faut pas que ce soit plus rapidement que quelque chose linéaire en n. C'est plutôt ça que je voulais dire. Okay. Encore une fois, le terme en haut à gauche, c'est n. Donc oui, c'est logique que ça parte à l'infini, mais il ne faut pas que ça parte trop vite à l'infini. Il ne faut pas que ça parte à l'infini en n carré, par exemple. Okay. Donc ce qu'on va supposer, c'est que, donc c'est mon hypothèse H3, c'est que la matrice va vérifier une propriété de la forme suivante, qui est que 1 sur n x transposé x tende vers une matrice Q qui soit définie positive. Okay. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué comme hypothèse, mais en fait c'est une hypothèse qui est relativement naturelle, d'accord, qu'on devrait avoir. En tout cas, ça veut juste dire que quand vous avez des observations, donc encore une fois, le n part à l'infini, ça veut dire que je rajoute à chaque fois des lignes, dans ma matrice. C'est juste que vos lignes, elles ne vont pas être complètement délirantes et exploser en x, d'accord. Donc tout d'un coup, vos x, ils vérifient, j'allais dire une forme de stationnarité, mais c'est de dire que si jamais je veux expliquer le prix des maisons, ça veut dire que la taille des maisons, elle variait entre certaines bornes. Elle ne se met pas tout d'un coup à exploser quand je fais tendre mon n vers l'infini. C'est ça que ça veut un peu dire. D'accord. Donc la somme, pardon, c'est pas la somme des xi, enfin, c'est pas la somme des xi carrés, mais c'est un petit peu ce qui se cache sur les termes diagonaux en particulier. Okay. Donc il ne faut pas que ça explose trop rapidement. Okay. Donc ce qu'on peut montrer, et je ne rentrerai pas plus dans le détail, c'est que si jamais j'ai mes trois hypothèses, plein rang, résidus qui sont centrés, qui sont de variance constante, indépendants, et que je rajoute cette petite hypothèse de convergence de la matrice de design, en tout cas de non-explosion de la matrice plus rapide que n, alors dans ces cas-là, j'aurai une convergence en moyenne quadratique. Okay, donc mon estimateur est en plus un estimateur convergent. Donc quand bêta chapeau tend vers quand n tend vers l'infini, bêta chapeau va tendre vers la vraie valeur. Okay, donc ça, c'est une petite propriété qui va en gros être associée à ma propriété de variance. Encore une fois, pourquoi c'est intéressant? Parce que cette matrice-là, x transposé x moins 1, on la voyait apparaître quand je vous calculais la matrice de variance de mon estimateur. Okay, on voyait apparaître du sigma 2, je divise alors que c'est qu'il ne faudrait pas, mais je vais avoir du sigma 2 x transposé x moins 1. Okay, donc ce que je suis juste en train de dire, c'est que comme cette matrice-là, elle va tendre vers Q, okay, à un facteur n près, dans ces cas-là, je devrais avoir quelque chose qui va s'apparenter à du sigma 2 sur n Q moins 1. Okay, donc on va retrouver un terme qu'on aime bien, qui est que l'estimateur de notre variance, il est toujours en 1 sur n, qui est une propriété ultra classique de nos estimateurs. Encore une fois, reprenez tous vos cours de stats, vos estimateurs que vous construisez, ils sont toujours en 1 sur n, en variance. Okay, donc on a cette convergence du terme de variance, et c'est ça qui se cache derrière en fait cette propriété H. D'accord. Donc juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, je vais juste vous programmer dans une base de données. Encore une fois, j'ai une base de données qui est cette base d'appartement, donc de prix de logement, dans laquelle j'ai une variable d'intérêt qui est le prix au mètre carré, et j'ai ma matrice X que je peux construire. Ma matrice X, elle va contenir des 1 dans ma première colonne. Okay. Ensuite, j'ai ma variable X1 qui est l'année de construction. Ensuite, j'ai la variable 2 qui est la surface. Et j'ai ma variable 3 qui est le nombre de chambres. Okay, encore une fois, j'ai trois variables numériques. L'année, je le prends comme étant une variable numérique. Et je récupère ma matrice, donc on est en P égale 4, okay, c'est-à-dire K égale 3. J'ai une matrice X qui est une matrice N fois 4. Okay, donc j'ai mon vecteur Y et j'ai ma matrice X. Okay, donc j'ai bien défini ma matrice et j'ai bien défini ma matrice. À partir de là, je peux faire tous mes calculs matriciels et on va voir effectivement que ça correspond avec la régression. Donc, première étape, je calcule x transposé x moins 1 x transposé y. C'est tout simplement t de x fois x, donc c'est le produit matriciel. Solve me donne l'inverse. Okay, et ici, j'ai mon transposé de x fois y. J'ai mon produit entre les deux et je récupère ce vecteur-là. Donc le vecteur qui apparaît ici est bien un vecteur en dimension 4. Donc c'est bien mon bêta chapeau. Okay, le premier terme, c'est associé à ma constante. Le deuxième, c'est l'année de construction. Le troisième, c'est la superficie. Et le quatrième, c'est le nombre de chambres. Okay. Donc ça, c'est l'estimateur par moindre carré de mon paramètre bêta chapeau. Okay. Alors, je n'ai pas encore insisté sur les résidus, mais une fois que j'ai estimé mon paramètre, je peux récupérer ma prévision. Donc mon y chapeau, c'est tout simplement ma combinaison linéaire de mes variables explicatives. Okay, je peux en déduire mon bruit. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que la somme des carrés des résidus estimés va me donner un estimateur de mon sigma carré.
Je reviendrai plus tard sur les propriétés de cet estimateur, mais là, c'est juste pour faire quelques calculs et vous montrer en quoi je peux récupérer les sorties qu'on va récupérer en R. Okay. Alors, ce n'est pas exactement du 1 sur n-1, la somme des carrés des erreurs, c'est toujours mes histoires de degrés de liberté. La dernière fois, je vous avais dit qu'on avait du 1 sur n-2, là, on aura du 1 sur 1 sur n-p, là encore une fois, je reviendrai là-dessus. Je peux récupérer mes résidus. Okay. Donc, je peux récupérer ma prévision, c'est ma variable, mon vecteur y près, je peux récupérer mes résidus. Je fais tout simplement la somme des résidus au carré divisé par n-p, p étant égal à 4, okay, ce qui me donne un sigma carré qui vaut 61 175. Okay. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt sigma chapeau. Donc mon sigma chapeau vaut ici à peu près 781,77. Okay. Donc j'ai mon bêta chapeau et j'ai un estimateur que je ne vous ai pas encore vraiment justifié de ma variance. Donc j'ai vraiment ici mes deux estimateurs de mes deux paramètres, de mes deux jeux de paramètres, mon paramètre de modèle, mon sigma carré, mon bêta chapeau et mon sigma. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir récupérer un estimateur de ma variance. Alors pourquoi je le fais? Parce qu'en fait, ma variance, sinon je ne peux pas la regarder. Pourquoi? Parce que je ne connais pas ce sigma carré. D'accord? Donc je le remplace par un estimateur. Donc quand on le remplace, on récupère, donc encore une fois, j'ai mon sigma chapeau multiplié par x transposé x moins 1, et je récupère ma matrice de variance-covariance de mon estimateur. Okay. Donc ça, c'est la variance de mon bêta chapeau. Enfin, plutôt la variance estimée de mon bêta chapeau, encore une fois, puisque j'ai estimé mon sigma. Un terme qui est intéressant, c'est le terme qui se trouve sur la diagonale. Pourquoi? Parce que ça correspond, encore une fois, dans une matrice de variance-covariance, les termes diagonaux, ça correspond aux termes de variance. Okay. Donc ce que je récupère ici, c'est tout simplement la racine carrée de ces termes, c'est-à-dire ce qui devrait être en fait mes écarts-types de mes estimateurs. Donc le terme qui se trouve là, par exemple, le 43, ça devrait être la racine carrée de la variance estimée de mon troisième coefficient, de mon bêta chapeau 3. Okay. Et pourquoi je vous fais ça? Tout simplement parce qu'en fait, c'est ce que nous donne la sortie LM. Donc encore une fois, quand vous faites la fonction LM sous R, donc je lui demande le prix du logement expliqué par, donc le expliqué par, c'est le tilde. Okay. Et ensuite, je lui mets mes variables. La variable construction, enfin année de construction, la variable surface et la variable nombre de chambres. Alors je les sépare par un plus. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le plus ici, un opérateur symbolique pour dire ne fais pas la somme de ces variables, mais plutôt fais-moi la régression sur cette variable et cette variable et cette variable. D'accord? Ça veut bien dire qu'on aura à la fin un modèle linéaire, okay, où j'aurai l'année de construction plus multiplié par un certain coefficient, plus la surface multipliée par un certain coefficient, plus le nombre de champs multiplié par un certain coefficient. Okay? Donc c'est une écriture symbolique d'une formule. Okay? Donc ça sera toujours ce y tilde x1 plus x2. Implicitement, à partir du moment où je ne le dis pas, il y aura la constante, il y aura toujours une constante sous R, okay, dans la fonction LM. Et donc là, je crée l'objet de régression. Et la fonction summary me permet de récupérer la sortie de la régression. Okay. La sortie de régression, elle est la suivante. Je récupère mon estimateur, et on voit que c'est exactement la valeur qui avait été indiquée tantôt. Je récupère mon 781,77, mais qui est arrondi ici, qui correspond à mon sigma chapeau. Et ici, je récupère mes écarts-types, encore une fois, qui sont mes estimateurs de mes termes de variance de mes bêta chapeau J. Okay. Donc, en gros, les deux informations essentielles dont je voulais parler, qui sont le paramètre que j'estime et sa variance, on les récupère sous R. La petite subtilité, c'est que je ne connaîtrai jamais la variance de mon bêta chapeau. Je peux juste connaître une approximation parce que ma variance dépend de sigma carré. Mais le problème, c'est que je ne connais pas mon sigma carré. D'accord? Donc, la variance de bêta chapeau, encore une fois, elle sera toujours inconnue parce qu'il y a mon sigma carré, x transposé x moins 1, et que ce terme de sigma carré est inconnu. Donc, ce sera toujours l'estimateur de cette variance que je pourrais connaître. Okay. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est capable déjà de construire notre estimateur, de regarder. Alors, on sait que c'est un estimateur sans biais, ça, c'est pas quelque chose que j'observe. Le fait d'être sans biais, c'est une propriété de statistique mathématique qui vient de la construction de l'estimateur. Donc, c'est une propriété fondamentale. Mon estimateur est sans biais, c'est un théorème. Okay. Donc, je ne pourrais jamais quantifier son biais, il n'y en a pas en l'occurrence, son biais sera 0. Et je peux estimer sa variance. Sa variance, elle est estimée par l'expression qui se trouve là. Okay. Donc, pour récupérer juste un petit peu, pour récupérer l'estimateur de la variance, je l'ai avec la fonction vcov. Okay. Donc, les seuls termes qui apparaissaient, c'était les termes diagonaux, ou du moins la racine carrée des termes diagonaux. Si jamais je veux vraiment mon estimateur de ma variance, okay, en particulier que je m'intéresse peut-être à ma corrélation quelque part qui existe entre ma variable, je sais pas, le nombre de chambres et surface. Donc, c'est pas la corrélation entre les variables.
c'est les corrélations entre les estimateurs des coefficients associés à ces variables. Donc là, ce que je vous dis, par exemple, c'est que la covariance entre bêta chapeau 2 et bêta chapeau 3 est négative. D'accord? Donc mes deux estimateurs sont corrélés négativement. Okay. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails en ce moment sur l'interprétation ici, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a réussi à construire un estimateur, trouver ses propriétés à distance finie, mais aussi asymptotique, moyennant trois jeux d'hypothèses. H1 qui est lié à l'inversibilité de la matrice, okay, X transposé X, donc l'histoire de matrice de plein rang. Une hypothèse sur les résidus, centrée homocédastique de variance sigma carré. Et mon hypothèse H3 qui était sur la propriété de convergence qui vous dit juste que 1 sur n X transposé X va tendre vers une matrice qui est définie positive. Okay. Essentiellement pour que je puisse avoir une interprétation, donc ça on le verra apparaître plus tard, sur la variance asymptotique de mon estimateur. Ok. Je vais faire une pause ici, on continue juste après sur d'autres problèmes de ces estimateurs et d'autres propriétés. Là aussi, on rajoutera des hypothèses, on verra ce qui se passe quand on les complète. Okay. Je vais m'arrêter de partager et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine capsule.